Alors, il on ne a faut un pas territoire prendre assez les particulier. États-Unis comme modèle. Il n'y a pas des plans d'aménagement des zones. Tu peux mettre une raffinerie de pétrole, puis à côté, tu fais une subdivision avec des villas, puis après, tu fais des buildings. Eux, ils ont énormément de place. Nous, on est très confinés, très limités dans le territoire qu'on a à disposition. Donc, il faut essayer d'en faire le meilleur usage possible. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. Ce podcast a un seul objectif, rassembler des experts à travers tout le pays pour vous partager les meilleures informations sur l'immobilier et le monde des affaires. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Christian Bichno, tu es vice-président de la ville de Sion, responsable en charge du dicaster mobilité et urbanisme de la Oui. ville de Sion. Merci beaucoup d'accepter de faire cet épisode. Avec Moi. plaisir. Tu es le tout premier acteur politique qu'on accueille sur le podcast. L'objectif, dans cet épisode, c'est de décortiquer un petit peu comment la politique peut influencer le développement d'une ville. Et puis ici, on va se concentrer sur la ville de Sion, principalement, mais de manière plus générale, c'est quoi l'influence qu'a la politique sur une ville. Et puis ici, on a des très bons exemples en Valais avec Sion et Ronco 21, un projet gigantesque, 556 000 m² Oui. de terrain. Comment ça marche, ça? Vous êtes combien à décider ça, un projet comme ça? Bon, alors, il faut bien séparer. Dans ta question, il y a deux aspects complètement différents. Il y a ce que j'appelle... une ville peut influencer son urbanisme par le biais, enfin, c'est la seule manière. Il y a deux manières d'influencer l'urbanisation d'une ville. La première et la plus évidente, c'est ce qu'on appelle le plan d'aménagement des zones, PAZ, RCCZ, plan d'aménagement des zones et règlement communal, construction et des zones. Par ce biais-là, on peut limiter, on définit la hauteur des bâtiments, l'espacement entre les bâtiments, etc., etc. L'autre manière d'influencer l'urbanisation d'une ville ou d'une région, c'est par la mobilité. C'est pour ça qu'à Sion, moi j'ai eu la chance de reprendre le 1er janvier 2020. Bon, je suis en politique depuis beaucoup plus longtemps. J'ai un profil économique, donc je m'occupais plutôt de dossiers économiques. Et puis quand le poste s'est libéré, j'ai repris au 1er janvier 2020 mobilité et urbanisme avec un chef de service. À Sion, on travaille en binôme. Vincent Kempf est mon chef de service. On travaille très bien tous les deux. C'était assez marrant parce que moi, j'ai plutôt un profil qui est purement économique, un peu baroudeur puisque j'ai été dans pas mal d'endroits. J'ai vécu très longtemps loin du Valais, alors que Vincent, lui, a une approche, c'est un urbaniste pur et dur, grand adepte de la mobilité douce. Moi, les bagnoles, j'aime bien ça, bien que j'ai mis l'eau dans mon vin, je suis électrique maintenant. Ça, c'est un autre sujet. Donc, il y a vraiment ces deux axes sur lesquels on peut travailler. Typiquement, la politique des parkings, la politique de la mobilité va influencer directement sur l'usage que les gens font des voiries publiques. Maintenant, pour revenir au cas particulier de Sion, il y a donc ce qui existait, qui a toujours existé, donc PAZ, RCCZ. Le règlement actuel des constructions et des zones, il date de 1989, donc il a vraiment pris de l'âge. Donc, on a dû le mettre en conformité par rapport au droit supérieur. Tu as sûrement entendu parler des histoires des chalets plus ou moins... Enfin, il y a certaines libertés qui avaient été prises dans certaines communes, on dira du Val-de-Bagne, enfin, plus précis que ça. Donc, il a fallu adapter le droit. Donc là, on a introduit auprès du canton une révision prioritaire de notre règlement des constructions et des zones. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, va être terminé, homologué par le Conseil d'État. Il y a toutes sortes d'étapes, d'itérations pour arriver au bout du processus. Ça va être fait, je pense, d'ici fin 2026-27. Et puis, il y a un projet beaucoup plus ambitieux qui est donc la refonte globale telle qu'elle est demandée de règlement de construction et des zones. Et ça, aujourd'hui, pour expliquer, la ville de Sion a fusionné avec la commune de Salins en 1er janvier 2013 et la commune des Agettes 1er janvier 2017. Aujourd'hui, notre règlement de 89, il a aussi, parallèlement, il y a un règlement de construction de l'ancienne commune de Salins et de l'ancienne commune des Agettes. Et donc, ça veut dire que tu viens faire un projet à Sion, si tu es sur l'ancienne commune de Sion, c'est-à-dire celle qui est jusqu'au 31/12/2012, tu as affaire au règlement de construction de Sion. Puis si le terrain que tu convoites, tu veux faire une promotion, il est
à Salins, respectivement aux Agettes, eh bien, c'est le règlement de ces deux anciennes communes qui va prévaloir. Donc ça, c'est une anomalie qu'on va corriger dans le nouveau PAZ-RCCZ, qui sera prêt, je pense réalistiquement en 2029. D'ailleurs, le Conseil d'État a donné 3 ans d'extension parce qu'il y a un tel travail. Toutes les communes, je crois qu'il y en a 122 en Valais, sont en train de faire cette refonte globale. Tout le monde ne peut pas rendre sa copie et l'avoir acceptée en même temps. Ensuite, il y a un projet particulier qui nous tient très à cœur, c'est Ronco 21. Ronco 21, c'est d'abord un concours d'urbanisme, qui a été remporté en 2019 par le très célèbre bureau d'architecture et d'urbanisme Herzog et de Meuron de Bâle. Pour la petite histoire, c'est la première fois qu'Herzog et de Meuron gagnaient un concours en Valais. Et moi, j'ai hérité de ce... J'étais pas dans le jury du concours, puisque j'étais encore à l'économie à l'époque où ça a été fait. Mais évidemment, il y a eu le backing du conseil municipal pour mener à bien ce projet. Donc, Herzog et de Meuron a gagné le concours en 2019. Et maintenant, on est en train d'implémenter le résultat du concours. Pour ce faire, on est en train de travailler. J'espère qu'on arrivera au bout de nos peines fin 2025, début 26, avec un règlement de construction spécial Ronco 21. Ronco 21, aujourd'hui, bon, je dis en chiffres ronds, c'est 60 hectares. C'est la zone qui se situe au sud des voies CFF, donc il y a la gare de Sion, la ligne CFF. Il y a le pont du Rhône qui est l'entrée est, là où il y a Point-Rhône, les anciens abattoirs. On est en train de faire des anciens abattoirs, un projet ça sera une sorte de maison de quartier pour le nouveau quartier de Ronco 21. Il y a de très gros travaux qui s'y font, on est en train de végétaliser. Et puis, ça va jusqu'au Rhône. Et puis ensuite, ça va jusque, si on veut, BMW Urfer, la route traversière pour situer. Donc là, il y a grosso modo 60 hectares. Alors, il faut savoir que les 60 hectares n'ont pas bougé en même temps. Il y a une sorte de plan guide, un plan général tel que défini par Herzog et de Meuron. Et puis, il faut voir ce projet comme se déroulant et se développant sur, je pense, une trentaine d'années. Il y a des zones, notamment la zone Est, qui va bouger plus vite que d'autres, alors que la zone Ouest, là où il y a le quartier Saint-Hubert, il y a beaucoup d'entreprises qui sont encore très actives, qui se développent d'ailleurs. Et là, il faut imaginer qu'il n'y a pas grand-chose qui va bouger avant 25 ou 30 ans. En revanche, il y a dans la partie est du développement Ronco 21 des zones qui sont presque des friches, avec des entreprises qui ont cessé d'exister, des zones assez disparates, des zones où, par exemple, où il y a la société Provin, qui aujourd'hui n'occupe plus qu'une petite partie de ce qui se faisait avant, parce que l'embouteillage se fait ailleurs. Enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui ont vu leur activité changer fondamentalement les 20 ou 30 dernières années, et puis qui seraient prêts à trouver d'autres manières de faire. Hein. Ronco 21, l'originalité, c'est que tu as un point de départ, sont les anciens abattoirs, qui a été maintenant loué par la ville de Sion à une association qui s'appelle l'Archipel. Il y a un restaurant, il y a des salles pour des réunions, il y a un truc assez original, une ressourcerie. Tu peux louer des outils partagés. Si tu as besoin d'une grosse perceuse frappeuse, tu n'as pas envie d'en acheter une, tu peux la louer là pour un jour ou deux. Quand un bâtiment est détruit, puis il y a des ballots des isolations à récupérer, des planches, du bois, toutes sortes de choses, cette ressourcerie les récolte, puis tu peux l'acheter à vil prix. C'est un peu tout le concept de l'économie circulaire. Bon, ça c'est... Si tu fais une très grosse promotion, c'est difficile de vivre avec ça. Par contre, si tu dois juste retaper un chalet ou je ne sais quoi, peut-être il y a moyen de trouver un meilleur compte que de l'acheter sur le marché. Donc, les abattoirs, c'est l'entrée du projet. Tu as un cordon boisé où on va planter à terme 15 000 arbres avec des voies pour les cyclistes et puis les piétons. Le principe de Ronco 21, c'est que chaque immeuble n'aura pas forcément son parking. C'est un concept différent où il y a des parkings en silo. La raison du silo, il y a 2 raisons. La première, c'est qu'on a une nappe phréatique qui est très proche. Je pense que si tu creuses 2 mètres, tu es dans l'eau, à cet endroit-là, parce que c'est vraiment
le long du Rhône, et puis c'est très bas. Et puis l'autre, c'est que personne ne peut dire quels seront les besoins en termes de parkage et stationnement dans 50 ans. Alors l'avantage, si tu fais un parking silo, c'est un bâtiment que tu peux convertir plus tard en bâtiment industriel ou même faire des lofts ou je ne sais quoi. Tandis qu'un parking souterrain, hormis le fait que ça coûte horriblement cher de le faire, surtout dans une zone inondable, c'est pratiquement impossible d'en faire quelque chose d'autre. Un projet comme celui-là, si tu me dis-moi si je me trompe, mais donc il y a 550, enfin il y a 60 hectares. 60 hectares pour simplifier. 60 hectares pour simplifier. Il est divisé, si je ne me trompe pas, en plusieurs plans de quartier. C'est comme ça que vous faites, hein? Oui. Vous définissez un gros périmètre. Alors, il y a un gros périmètre, les 60 hectares dont j'ai parlé. Cette année 2025, on est en train d'affiner. Les 60 hectares sont découpés en 11 ou 12 secteurs. D'accord ? Et puis chaque niche ainsi définie aura ses propres règles et permettra l'établissement d'un plan de quartier. Et à l'intérieur d'un périmètre donné, alors est, centre ou ouest, les propriétaires concernés, ils sont propriétaires d'une parcelle d'une certaine taille. Mettons, par exemple, toi tu es propriétaire au centre de Ronco, la zone 12, de 2000 m² de terrain. Aujourd'hui, tu as une halle, tu exploites une entreprise sanitaire, je ne sais pas quoi. Et puis tu dis, à terme, je veux commuer ma halle, quand j'en aurai plus l'usage, ou quand elle sera très vieille, d'ici 10 ou 20 ans, je veux la commuer en quelque chose d'autre. Tu t'entends avec tes autres copropriétaires de la même zone, et puis toi, tu as 2000 m² et on ne va pas forcément construire là où tu as ta maison ou ta halle, construira à côté, toi ou d'autres, mais tu garderas un droit de bâtir qui équivaut aux 2000 m² que tu as aujourd'hui à l'aune des règlements de la construction de cette zone. Donc, si c'est par exemple 6 étages, tu pourras faire tant de mètres avec une, je sais pas moi, une densité de 0,6, je dis n'importe quoi, là tu pourras faire 1200 m² plancher. Donc, tu n'es plus propriétaire de mètres carrés de terrain, tu es propriétaire de mètres carrés constructibles. C'est ça. C'est assez représentatif de la latte, ça. C'est exactement ça l'idée. Okay. Et c'est un peu original. Herzog et de Meuron, ils ont fait un autre projet qui fonctionne un peu comme ça dans la région de Bâle, que je n'ai pas eu l'occasion de voir. Et ils ont fait le fameux quartier Confluence, si tu es allé à Lyon. C'est là où le Rhône rencontre la Saône. Il y avait une énorme friche industrielle avec les sucreries Béguincé et puis plein d'entreprises qui n'existent plus. Et la région du Grand Lyon, pour simplifier, hein, c'est pas plus compliqué que ça, mais le Grand Lyon avait racheté toute cette zone. Alors là, il y a, je sais pas, 150, 200 hectares, c'est immense. Alors là, c'est un peu plus simple parce que ceux qui étaient les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre de ce projet Confluence, ils étaient propriétaires du terrain. La difficulté à Sion, c'est que la ville a quelques terrains, mais très peu, le canton également. Et je ne sais pas, moi je dirais 90% des surfaces, elles sont en main privée. Alors il y a des privés qui ont un foncier et puis veulent le valoriser maintenant ou plus tard. Puis il y a des privés, c'est aussi mon cas, avec mes frères, je suis associé dans une boîte des boîtes de deuxième œuvre du bâtiment. Elles sont en pleine activité, on les utilise actuellement tout en sachant qu'à terme de 10, 15, 20 ans, eh ben, ça sera de toute façon l'heure de faire autre chose. Ok, donc ça veut dire que à l'échelle du privé, donc on garde la possibilité de construire sur sa propre parcelle dans la zone, mais on est obligé de s'entendre avec les autres. Il se passe quoi si les autres il se passe quoi si on s'entend pas avec les autres? Et comment est-ce qu'on vend son... Alors, si on s'entend, il y a différents cas de figure, puis on est au premier balbutiement. Hein. Déjà, le découpage final des zones. Alors, une chose, les zones ont été découpées une première fois, puis on s'est rendu compte que les zones étaient trop grandes. Donc, plus il y a d'acteurs dans une zone donnée, moins il y a de chances qu'ils s'entendent. Après, on a essayé de mettre des gens qui avaient les mêmes communautés d'intérêt ou le même destin, si on peut appeler, communauté de destin. Genre, toute la zone Saint-Hubert, c'est des entrepreneurs qui ont des entreprises du premier, deuxième œuvre, du bâtiment, entreprises électriques, des choses comme imprimeurs. La plupart du temps, c'est des gens qui ont un horizon de vie à 10-20 ans, je dirais.
Donc, il y a moyen de s'entendre. En revanche, on avait mis toute la zone, le Boulier, Bauhaus, c'est les terrains que le géant allemand de la distribution avait achetés à la bourgeoisie de Sion. Ben, c'est clair que la communauté, les intérêts d'un géant mondial de la distribution de matériaux de construction comme Bauhaus et une entreprise, une PME valaisanne, c'est pas forcément facile à s'accorder. C'est pour ça qu'on a laissé Bauhaus de côté. Alors, plus la zone est petite, comme je l'ai dit, plus il y a de chances que les gens s'entendent. Maintenant, s'il devait y avoir, par exemple, il y a une zone où il y a 4 propriétaires fonciers. Les 4 sont d'accord de faire quelque chose, soit de faire une promotion eux-mêmes, soit de vendre à un groupe plus grand qui va réaliser une promotion. Et puis, il y a un 5e qui ne veut rien savoir. Alors, typiquement, le cas n'est encore pas présenté parce qu'on est trop tôt dans le processus, mais on a prévu, nous, Ville de Sion, de se substituer aux propriétaires ou aux propriétaires au pluriel qui ne voudraient pas jouer le jeu pour pas que la zone reste bloquée. Donc vous rachetez on rachèterait, on se substituerait à la personne qui ne veut pas. Okay. Après, si elle ne veut pas vendre, oui, il y aura un problème de blocage, mais il faut voir ce genre de projet comme des développements sur 20 à 30 ans. Moi, je pense que dans les 10 prochaines années, certains secteurs vont bouger. A priori, ça sera plutôt les secteurs du côté de l'Est. Parce qu'il y a des acteurs importants, publics, qui ont intérêt à ce que ça bouge. Et puis, il y a d'autres zones qui mettront beaucoup plus longtemps. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que s'il y a une ou deux zones qui commencent à bouger, à être construites, ça donnera probablement envie aux gens. Typiquement, aujourd'hui, le terrain, il vaut peut-être 250 à 300 francs. Il vaudrait 250 à 300 francs. Avec le projet Ronco 21, qui veut apporter une zone mixte, et pas seulement artisanale, il y aura des habitants, des emplois si possible à haute valeur ajoutée, et ben, le terrain il va faire x2, x3, x4. Donc c'est ça l'intérêt des propriétaires fonciers. Après il y a des contingences qui sont... Vous pouvez pas, une entreprise c'est comme un gros bateau, vous ne pouvez pas le tourner si facilement, il faut un peu de temps. Et c'est quoi la différence en termes de densification entre avant et après ? Ça, vous avez déjà déterminé ? Alors, on est en train d'y travailler. C'est justement, je pense, d'ici fin 2025, les règles du jeu seront connues. Okay. Mais je ne prends pas un grand risque en disant que le but, c'est de fortement densifier cette zone. Aujourd'hui, c'est 60 hectares qui sont faits avec des entreprises qui sont arrivées un peu comme ça, quoi. Il n'y avait pas de grand plan d'ensemble. Là, l'ambition, c'est de faire 5 à 6 000 habitants de plus et des emplois qui vont avec. Et donc, ça veut dire prévoir des écoles, prévoir des magasins. Bon, il y a COP qui s'est installé assez intelligemment à la rue de l'Industrie. D'ailleurs, la rue de l'Industrie, pour prendre un exemple, c'était une rue où il y avait des marchands de carburant, des marbriers de part et d'autre, différentes activités. Maintenant, l'ancien Delars et Vernet Valrhône, c'est devenu l'EPFL Valais-Vallis. Vous avez Énergie Police qui va depuis l'EPFL jusqu'au bout de la rue. La ville a racheté les terrains de Profrères qui, eux, se sont déplacés et vont du côté des Fournaises, là où il y avait l'ancienne jungerie. C'est déjà construit d'ailleurs. Pardon ? C'est déjà construit. Ils sont en train de déménager. Ah. Ils sont en train de vider. Je crois que ça sera complètement terminé d'ici un mois, quelque chose comme ça. Parce que c'est clair qu'une entreprise comme Pro, qui est une entreprise qui est là depuis très longtemps, qui a pignon sur rue, ils seront mieux aux Fournaises qu'en face de l'EPFL Valais-Vallis. Et d'ailleurs, la rue de l'Industrie, il faudra qu'on trouve un autre nom. Ça sera, comment ça change le nom d'une rue ? C'est une décision du conseil municipal. Ah vraiment ? On vient de nommer certaines rues avec cours de gare. Il y a des rues qui ont été, donc nouveau projet de UBS, Crédit Suisse, UBS maintenant. Il y a plein de rues qui n'existaient pas et existent aujourd'hui. On a appelé une rue des sémaphores à cause du train qui est à côté. Puis les autres, les noms m'échappent. Il n'y en a pas à mon nom, malheureusement. Et dis-moi un truc, peut-être que tu as plus d'informations que moi, mais je n'arrive pas à comprendre à court de gare pourquoi il n'y a pas un acteur comme Starbucks qui s'est installé là. Je ne comprends pas. Alors, il faut savoir que c'est un projet qui est complètement privé. Complètement privé. C'est Crédit Suisse Anstalt à la base, donc c'est un fonds immobilier de Crédit Suisse, qui avait fait ce projet, qui est quand même immense.
les parkings sur 2 étages, 650 places, et puis 302 appartements, je crois, et pas mal de bureaux. Euh, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Effectivement, on aurait pu imaginer qu'ils viennent là, c'est à côté de la gare. Je sais pas. Mais Ok. nous, la ville, on encourage, on met en place les conditions cadres pour qu'un tel projet se développe. On a fait passer, ben là, il y a un concours d'architecture. Ensuite, Crédit Suisse Anstalt a fait le projet. Bon, maintenant, c'est évidemment UBS qui a repris, mais on s'est occupé de rien du tout. La seule chose que nous sommes partie prenante, c'est côté Est, on a fait notre salle de concert et congrès qui s'appelle Noda BCVS, BCVS en raison de la banque, qui va ouvrir cet automne avec le départ, enfin l'inauguration, sauf erreur, au mois de mai, il inaugure tout cours de gare, et puis la saison culturelle, il y aura une saison culturelle qui va démarrer au mois de fin août, début septembre. Passer une salle de 460 à 600 places, calibrée sur de la musique classique. Mais elle peut évidemment faire autre chose. Mais l'idée de Noda, pour finir là-dessus, je m'excuse, je suis bavard, c'est que Saviez a son baladin, c'est un très bon théâtre. Comté a une très bonne salle polyvalente. Puis nous, on a une salle de concert et congrès calibrée pour de la musique classique et du congrès. D'ailleurs, ça a été tout un enjeu. Trouver des chaises où on peut tirer une petite tablette, mais que cette tablette ne va pas casser l'acoustique de la salle. Tu sais que l'acoustique, c'est quelque chose, tu fais tous les calculs possibles, imaginables, mais le révélateur, c'est de faire un concert pour voir comment ça donne. Donc, réponse au mois d'août. Dans un cas comme celui-là, rapidement, avant de rebondir sur une autre question, c'était combien de mètres carrés là, à Cour-de-Gare, le projet? Ça doit être quelque chose comme 15 000 mètres carrés, non? J'imagine que oui. Moi, j'ai dit Quelque entre chose comme 15 ça. et 20 000, au Voilà. pif. Hein. Ok. Ouais. Là, dans le projet, c'est la ville ou l'État qui rachète un bout pour ce genre de salle ou comment ça se Alors, passe? ce qu'il y a eu, c'est que nous avions la chance d'être propriétaires des anciennes caves à Charles. Ah, Tu te souviens, cave à Charles en face de la gare. C'est l'ancienne cave Charles Bonvin, ok. qui d'ailleurs était devenu un lieu un peu alternatif. Ensuite, on a démoli ce bâtiment, on a fait une place de parc temporaire. Puis quand les travaux ont commencé, on a mutualisé notre terrain avec celui qui appartenait à Crédit Suisse Anstalt. Et c'est ce qui nous a permis de négocier avec eux. Tout le projet appartient à Crédit Suisse, maintenant UBS, mais tout, appartement, place de parc, tout, et ils louent. Sauf la salle de concert et congrès qui a été vendue en PPE. On a acheté la boîte vide et on l'a fini nous-mêmes. Et ça remplace la salle Lamatz. Parfait. Idéalement située et au passage à 2 pas de la future télécabine auquel je tiens comme à la prunelle de mes yeux, et qui nous donnera d'ailleurs cette vraie dimension de capitale suisse des Alpes, c'est-à-dire à l'instar d'un Host avec Pila, d'un Bolzano ou d'un Innsbruck, on sera une ville au milieu des Alpes avec un accès direct au domaine des 4 vallées. Elle va se faire cette cabine ou pas? Certainement. Ah oui? Oui. C'est pas un problème qu'elle traverse Ronco 21? Alors, non, parce qu'en fait, non, parce que c'est prévu. On a d'ailleurs une rue qu'il faudra qu'on rebâtisse, qui s'appelle le Parc des Câbles. Elle va partir depuis, grosso modo, le bâtiment à côté du Nouvelliste, collé au Nouvelliste, pour dire quelque chose. Ça va partir à plat entre le bâtiment d'Ixence 10 et la COP. Il y a juste la place. Et puis après, on monte tout droit jusqu'à la piste de l'Ours. Et on a de la chance qu'on a, mis à part la première partie qui est à plat, on n'a pas trop de problèmes de survol. Par chance, on survole très peu d'endroits habités. Mais alors pourquoi, dans un contexte de capitale des Alpes pour la ville de Sion, pourquoi la population refuse la fusion avec Vezona alors qu'on va se lier à Vezona avec une cabine? Ça, c'est un truc que les gens ne savent pas. La piste de l'Ours, elle est 100% sur le domaine Cédunois parce que, en partie sur l'ancienne commune des Agettes, en partie sur l'ancienne commune de Salins. Donc maintenant, c'est Sion. Vezona est une très petite commune. Elle fait 1,1 km², 115 hectares. Et si tu connais Vezona, quand tu prends la piste des Mayens, le premier pylône, il est sur Vezona, le deuxième est déjà sur Nada. Et la piste de l'Ours, c'est 100% Cédunois. Et en fait, il y aurait peut-être des synergies entre la Vezona touristique et les complexes à venir, parce qu'il y a un projet à la piste de l'Ours. Mais en fait, on va de Sion à Sion. On ne touche pas du tout Vezona.
Ok. Puis pour le reste, je ne veux pas polémiquer, donc on passe. Le but, c'est de parler de politique un petit peu, mais passons. J'ai parlé avec un investisseur dans l'immobilier assez connu ici qui a investi aussi à l'étranger. Et puis, il était intéressé à un terrain à Bangkok. Puis il me dit, je pose la question parce que tu as vécu en Asie. Hein, non, j'ai vécu aux États-Unis. Ah, aux États-Unis. Mais je suis allé souvent en Asie. Tu es allé souvent en Asie, ok. Bon, et puis il s'est dit, purée, ce terrain, il a vraiment l'air pas cher à Bangkok. Et au final, il s'est rendu compte en creusant un petit peu qu'il achetait le terrain, mais sur une hauteur de 3 mètres. C'est-à-dire qu'au final, il a acheté non, il n'a pas acheté du coup. Hein, mais il pouvait acheter un terrain qui est l'emprise au sol complète du terrain, mais qui est un étage d'un bâtiment en soi, d'une tour qui viendra plus tard. Ok. On pourrait envisager des choses comme ça en Suisse? Ah, tu me poses une colle, je sais pas. Là, il faudrait voir avec des juristes qui sont meilleurs spécialistes du foncier que moi. Donc, ça veut dire, pour récapituler, il avait le droit de faire que 3 mètres de haut. Ouais, ça veut dire qu'il achetait, admettons, un terrain de 1000 mètres carrés au sol, puis au final, c'est un immeuble qui fait 1000 mètres carrés au sol. D'accord. Et c'est une tour. Et puis lui, il achète 1000 mètres carrés, mais uniquement sur 3 mètres. C'est-à-dire qu'on achète, les en gros, il trois achète un premiers plateau, mètres. quoi. Il achète un plateau. J'ai jamais vu ça en Suisse. Ah, En non plus. revanche, ce qui commence à se faire en Suisse de par la cherté, de la rareté du terrain, c'est plutôt que d'acheter le foncier, les gens font un droit de superficie pour au maximum 99 ans. Et puis à la fin de 99 ans, le bâtiment et le terrain revient au propriétaire. Alors, en Valais, les gens sont pas trop dans ce modèle-là. Mais comme les prix montent beaucoup et que les gens ont de la peine à se loger, peut-être c'est une formule qui viendra. Mais ce mode que cette manière de faire que tu m'indiques, à ma connaissance en Suisse, le droit ne le permet pas. Mais il faudrait qu'on demander à un juriste. Tu l'as dit, les gens ont de la peine à se loger en Valais. On est officiellement, enfin le canton du Valais est officiellement entré en pénurie de logement, hein, Oui, c'est ça. 2024, fin C'est ça. 2024. J'en parlais avec Georges Tavernier d'ailleurs, hein, directeur de la BCVS. Comment la politique réagit à ça? Ou en tout cas à l'échelle de la ville? Parce que Sion est concerné. Sion en Oui, pleine alors pénurie. si on est concerné, typiquement, ce qu'on va faire, c'est d'essayer de donner plus de moyens à des coopératives de logement. Alors, il y a une partie de la population qui gagne assez bien sa vie pour pouvoir acheter. Alors, à Sion, typiquement, on a de plus en plus de peine à garder les familles parce que forcément, avec la pression foncière, les loyers ou les objets en vente deviennent de plus en plus chers. J'ai vu ça, moi je suis originaire de Bramois, il n'y a pratiquement plus 1 mètre carré à vendre. Puis on est un peu responsable, nous les politiques, de la situation parce qu'on veut densifier par l'intérieur. J'ai dit une fois à mes collègues au conseil municipal, on est des grands spéculateurs parce qu'en fait, ce qui est rare est cher et nous on raréfie les zones à bâtir. Mais c'est la loi, la LAT qui veut ça, c'est pas notre fait, on fait que d'appliquer la loi fédérale respectivement cantonale. Mais donc évidemment, moins il y a de terrain, plus c'est cher. Alors il y a des réponses à donner. Une des réponses, c'est par exemple de pouvoir mettre à disposition des terrains qu'on louerait plutôt que de les vendre à des promoteurs qui pourraient vendre à des privés, et ces privés devraient accepter le fait qu'après 99 ans, donc c'est plus que la durée de la vie humaine en général, le terrain reviendrait au propriétaire du foncier. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de doter de plus de moyens des coopératives d'habitation. Dans les zones à haute inflation, Genève, Lausanne, le plateau suisse, Zurich, les coopératives d'habitation sont assez puissantes. Et on a moins connu ça en Valais, parce que le besoin s'est moins fait sentir. Typiquement, à Ronco 21, pour faire du résidentiel abordable, typiquement, le biais de la coopérative de logement pourrait être une bonne chose. Alors, on ne souhaite pas le faire ça en direct à la ville de Sion, mais plutôt aider des acteurs, je ne vais pas citer des noms parce qu'il n'y a pas de contact direct qui ont été pris, mais il y a assez de coopératives de logement qui mériteraient, si on leur donne les moyens, de pouvoir s'investir un petit peu plus. Pour lier un peu la politique et l'immobilier,
j'ai toujours un petit peu de la peine parce que d'ailleurs j'en parlais avec Christian Constantin dans un épisode qu'on a fait ici, mais à me dire voilà, le système en Suisse il est basé sur un consensus pur en soi, hein, partout ça fonctionne comme ça. Oui. Et c'est un système qui fonctionne très bien, mais à l'échelle de l'individu politicien, à quel point est-ce que tu as ou le politicien a de l'influence sur les décisions politiques en soi? Tu vois, si tu voyages beaucoup, tu ramènes des idées ailleurs, est-ce que ça sert à quelque chose au final ou pas? C'est-à-dire, on peut influencer, bien sûr. Alors, Sion est une ville qui approche 38 000 habitants la nuit, 75 000 le jour. Ça, c'est aussi un problème de mobilité, je te laisse imaginer. Enfin, tu connais assez les problèmes de circulation qu'on a. Augmenté par le fait que le Valaisan, s'il ne peut pas parquer sous la table du bistrot, ça n'intéresse pas de venir. Bon, donc oui, de toute façon, prendre des idées ailleurs est toujours bon. La composition du conseil, nous sommes 9. Nous sommes 7 représentants de ce qu'on appelle les partis centre-droite et droite. Donc, on est la seule ville de plus de 30 000 habitants en Suisse romande, à ma connaissance, qui soit dirigée par des gens de droite. Alors, on a une approche qui est quand même un petit peu plus libérale. On arrive à faire des choses. Maintenant, il faut bien se rendre compte aussi que j'étais directement en charge avec 2 autres collègues de la refonte, de la révision globale du PAZ RCCZ. Donc, évidemment, l'approche que j'ai va être, puisque je suis un politicien plutôt droite, centre-droite, va être plus libérale que si j'avais été une personnalité politique de gauche. Mais après, on introduit certaines notions. C'est débattu au conseil municipal. Là, ça passe assez bien. Après, ça va au conseil général, donc au législatif communal. Après, ça va au canton qui va accepter ou pas, par rapport à la loi supérieure, les dispositions qu'on propose. Donc, c'est des processus de très longue haleine. Mon prédécesseur qui a fait le règlement actuel, il a siégé dans les années 80. Donc, on verra ce que les gens diront de ce que j'ai proposé de faire dans 20 ou dans 30 ans. Mais si on est quelqu'un de droite et plutôt d'obédience libérale, on va quand même mettre des dispositions qui sont censées aider le business et aider l'industrie de la construction. Mais en même temps, votre positionnement est très important parce que dans un projet comme à Sion, hein, Sion est en train de changer complètement On change totalement de nature. De nature, ouais. Mais l'influence que vous avez, elle est super importante pour des générations et des générations qui arrivent. C'est-à-dire, typiquement, le nouveau règlement de construction et des zones, il va certainement être en vigueur de 2029 à... il me survivra, c'est sûr. 25, 30 ans, voire au-delà, puisque le règlement actuel, il a 36 ans. Et voilà. Vous êtes combien de personnes à décider de ça? On a un conseil municipal de 9 personnes. Et puis ensuite, au niveau des commissions, on a une commission élargie avec l'urbaniste de la ville, Vincent Kempf, l'architecte de la ville, différents collaborateurs spécialisés. Et puis on est 3 politiques. Ensuite, on fait des propositions au conseil municipal qui acceptent ou pas les différentes visions que l'on propose. Et on vient de soumettre le projet de refonte globale du PAZ RCCZ, c'était au mois de décembre. L'exécutif l'a accepté. Maintenant, il part dans les services du canton. On attend un retour de la part des services cantonaux qui ne vont pas modifier le projet, mais simplement valider les détails qu'on propose, enfin les principes, ils vont valider ces principes par rapport aux lois supérieures. Ensuite, ça revient chez nous. Ensuite, ça part au conseil général, c'est-à-dire au législatif communal, qui va se pencher là-dessus, mais ça va prendre 6 à 12 mois, parce que le document de synthèse, il fait presque 80 pages. Donc, il faut se les cogner. Il faut comprendre les principes généraux. Ensuite, le diable est dans les détails. Donc, il y a plein d'ajustements qui doivent être étudiés. Donc, si ça passe après les fourches codines du Conseil général, ça part à l'enquête publique. Puis là, il y a des oppositions, il y a des remarques. C'est pour ça qu'il faut des années pour arriver au bout. Après, il faut aussi se dire que c'est un document qui va servir de base pour toutes les constructions. Et on pense la ville des 30 prochaines années quand on fait ça, et avec Rocco VT1, et avec la refonte globale du PAZ RCCZ. Et dans un projet urbanistique comme Rocco 21, vous demandez l'avis de la population ou pas?
on a été participatif au début et les règles et la manière dont ça s'est ordonnancé a aussi été influencé par les retours qu'on a eus de la population. Donc, dans le cas de figure, c'est plutôt les propriétaires fonciers qui étaient en grande majorité, non pas des privés, mais plutôt des entreprises, donc des entrepreneurs. Ok. Qu'est-ce que tu penses, toi, à titre privé, ou qu'est-ce que tu pensais en 2014 de la révision de la LAT politiquement? Moi, je trouvais, évidemment, le canton du Valais, c'est un canton qui a été, je dirais, quand même assez laxiste, qui a laissé beaucoup d'autonomie aux communes. Il faut dire qu'on sentait moins la pression d'une population qui augmentait beaucoup en 2014 que maintenant. Les politiques, moi je suis en politique depuis 2009, on sentait venir que certains ordonnancements, réorganisations importantes devait se faire, mais c'est seulement maintenant qu'on perçoit l'urgence d'aller de l'avant. Après, moi, je suis toujours très partagé, étant très libéral et proche du milieu de la construction d'un côté, puis de l'autre côté, essayer d'être un politique responsable qui va léguer quelque chose qui fonctionne. C'est une chimie assez fine, un équilibre à trouver qui n'est pas toujours facile à faire. Alors nous, à Sion, on a été précurseurs d'une certaine façon. On a utilisé largement la possibilité de faire des zones réservées quand on voyait que, le problème qu'on a comme politique, s'il y a des projets qui sont déposés, qui ne correspondent pas à l'image qu'on aimerait donner ou aux axes qu'on veut prendre pour le futur, la seule arme qu'on ait, c'est vraiment la zone réservée. On peut mettre une zone réservée, c'est-à-dire sous cloche, pendant 5 ans, et on peut demander une extension de 3 ans supplémentaires. C'est ce qu'on a fait à Ronco 21. Mais au début janvier 2028, il faut que toutes les règles soient là et qu'elles soient acceptées, sinon on retombe dans le statu quo ante. Donc c'est toujours un peu une course contre la montre. Alors après la latte, moi j'ai eu quelques frustrations parce que des fois j'ai l'impression, la latte ayant été dictée par la Berne fédérale, ils nous voient souvent un peu comme une réserve d'Indiens. Et moi je le ressens comme ça. Après c'est vrai qu'il y a eu des abus. Il y a des communes, pour simplifier, qui ont mis tout en zone à bâtir, pour ne pas faire de jaloux, mais ce n'est pas non plus une manière responsable de faire les choses. Connaissant Nanda, je vois un peu la problématique. Ouais. C'est pas à Nanda que je pensais forcément, mais okay. Aussi. D'accord. Mais tu as vécu 4 ans aux États-Unis. Hein, oui. Juste. Tu n'as pas passablement voyagé en Asie. Ça fait du sens ou pas? Ça va dans ce sens? Parce qu'aux États-Unis, au final, la densification, c'est spécial, c'est très différent. Alors, il ne faut pas prendre les États-Unis comme modèle. Déjà, les États-Unis, ce n'est pas un pays, c'est un continent. J'ai des bons contacts à Houston, au Texas, et là, c'est complètement extraordinaire. Il n'y a pas de plan d'aménagement des zones. Tu peux mettre une raffinerie de pétrole, puis à côté, tu fais une subdivision avec des villas, puis après, tu fais des buildings, et puis après, tu fais un shopping mall. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas de transport public. Il y a un endroit où ils ont fait une autoroute avec 11 voies dans chaque sens et qui sont complètement congestionnées. Donc, l'Amérique n'est pas un bon choix. Un bon exemple. Moi, j'ai aussi vécu 3 ans à Kansas City. Quand la ville a commencé, c'était vraiment massé le long du fleuve Missouri. Et puis, au fur et à mesure qu'elle s'est développée, première rue, deuxième rue, troisième, quatrième, cinquième. Quand je suis parti des États-Unis, moi j'étais de 85 à 88. Je travaillais pour une société de trading lausannoise qui n'existe plus aujourd'hui. On en était à la 115e, 116e. Je crois que maintenant ils sont à la 180e. Donc ça veut dire que c'est l'agglomération qui fait 100 km de long sur 60 de large. Eux, ils ont énormément de place. Nous, on est très confinés, très limités dans le territoire qu'on a à disposition. Donc, il faut essayer d'en faire le meilleur usage possible. Si on prend un petit peu de recul, parce que tu as la casquette quand même Ville de Sion, mais si on regarde le canton du Valais de manière générale, en comparaison avec ce qu'on a autour, hein, c'est un Valais assez spécifique, c'est un canton assez spécifique au final, bilingue, vraiment avec une muraille de Chine un peu à Sierre, juste derrière Sierre. Là, comment tu vois un peu l'évolution du canton sur les années à venir? Alors moi, je reste très positif sur le canton du Valais. Je pense qu'il y a de très belles opportunités.
On est un canton, tout comme la ville de Sion d'ailleurs, qui est en train de changer complètement de nature. On était un canton qui était principalement connu pour le tourisme et l'agriculture, pour simplifier. Puis maintenant, on va vers toute autre chose. Peu de gens savent qu'on est le deuxième canton suisse, certes derrière Bâle qui a un paquet devant, mais on est quand même le deuxième pour la pharma et la biotech et la chimie. Et si on voit le développement de sites industriels comme ceux de Viège et de Montet, quand on voit d'autres sociétés de pointe, quand on voit que De Poly, qui est issu de l'EPFL, branche de Sion, qui s'occupe du reconditionnement des plastiques, a été jugé comme étant la start-up la plus innovante, la plus dynamique de Suisse en 2024. Moi, je pense qu'on a des lendemains qui chantent. On attire aussi... alors, bon, moi, on en discute des fois avec le président Varro, il dit on va être la Californie, et pas... Californie, il pense aux start-up et pas la Floride où il n'y a que des retraités. Moi, je pense qu'un mélange des deux marche très bien. Ce qui me frappe, quand on voit... aujourd'hui, je vais louper le marché du vendredi, dommage, en plus il fait beau. Désolé pour ça. Et c'est ta faute. Mais je t'en veux pas. On croise le marché du vendredi des tas de gens qui ont fait leur carrière sur l'arc lémanique, sur le plateau suisse ou même à l'étranger, qui sont venus poser leurs valises à la retraite à Sion. Climat fantastique, ville conviviale, ou même Sion, je parle. Pour moi, Sion, c'est Savièse, on peut pas dire ça aux Saviésans. C'est le Valais central ou même le Valais un peu plus large. On a des stations qui booment. Quand on voit un Vail Resort qui s'intéresse à Crans-Montana, c'est pas anodin. C'est très prometteur. Ça veut dire qu'eux voient un potentiel que peut-être certains locaux n'ont pas vu à l'époque. Donc moi, je suis très haussier sur le Valais. Je pense que ça va devenir... C'est notre Eldorado à nous. Moi, je suis très positif pour la suite. Et la ville de Sion, l'objectif, c'est de continuer à grandir massivement ou pas? Parce que Ranco 21, c'est quand même les bâtiments. Dis-moi si je me trompe, mais la densification, c'est des R+6, Alors, des R+7. Alors, on est limité par le plafond aérien. On a un aéroport qui d'ailleurs est en train de bien se dynamiser, dont je me suis occupé pendant 7 ans. C'est un sujet délicat, l'aéroport d'ailleurs. En Valais. Bon, écoute, c'est un sujet délicat, oui et non. On a eu un magnifique développement de l'aviation d'affaires. On est passé de presque rien à environ 8000 mouvements de jets par année. On a des jets de plus en plus gros qui viennent de plus en plus loin. Ça vient des États-Unis, ça vient d'Asie. Bon, évidemment, l'essentiel de l'activité, c'est des gens qui viennent en jet à Sion. C'est pas pour venir à Sion, c'est parce qu'ils vont dans les stations, c'est parce qu'ils vont à Viège ou à Montet pour les sites industriels ou pour d'autres entreprises qui se trouvent en Valais. Et maintenant, l'enjeu, puisqu'on a une approche aux instruments, on est en train de revoir l'approche de Sion actuellement, elle permet l'approche aux instruments aux avions hélices turboprop ou aux jets d'affaires, même les gros jets d'affaires, mais c'est trop pentu pour l'avion de base européen A320 par exemple. Et c'est vrai qu'EasyJet était intéressé à développer Sion ou pas? Alors j'ai juré que non, mais oui. Ok. Mais c'est des travaux de très très longue haleine. Sion est entouré de montagnes, tu sais bien. Alors il y a des problèmes techniques. Le problème, c'est pas la piste, c'est un peu l'aérogare, parce qu'une compagnie comme EasyJet, puisqu'on en parle, ils veulent des turnarounds, c'est-à-dire éteindre les moteurs, ouvrir les portes, vider les passagers, les bagages, remettre les nouveaux passagers, recharger les bagages, refaire le plein s'il faut, pushback, 45 minutes. Donc là, ça nécessite aussi, c'est de la Ligue A déjà. Mais nous, on peut travailler très valablement avec des avions jusqu'à 110 places. Ça, c'est la capacité qui correspond bien à la capacité du handling, de l'aérogare, et c'est parfait. Mais on pourrait, avec peu de frais, monter en puissance. Mais développons déjà les charters et la ligne avec des avions qui font de 50 et 110 places et qui sont bien pleins, avant de rêver à des avions EasyJet. La 320, c'est 180 sièges, et puis le 321, c'est 220. Donc, on n'est pas dans ces gammes-là tout de suite. Ma question, du coup, je reviens sur la question de Sion, avec des développements comme Ranco 21. Il y a 40 000 habitants aujourd'hui. Le but, c'est quoi? Passer il y a entre 37 et 38, je n'ai pas le chiffre exact. Ouais. Il n'arrête pas d'augmenter. Ouais. L'augmentation, elle se fait toute seule.
C'est pas nous qui... Le projet de Ronco 21 et le nouveau règlement de construction et des zones, c'est pour permettre une densification, le meilleur usage possible du territoire qui est le nôtre. Après, il y a peut-être d'autres fusions qui pourraient se faire une fois, qui sont peut-être plus naturelles. Je pense à se développer, par exemple, du côté de l'Est, du côté de l'Alienne, peut-être sur le coteau nord, ça, il faudra voir. Mais on n'a pas la volonté de grandir pour grandir. On veut grandir qualitativement et offrir au public qui s'intéresse à venir vivre chez nous les meilleures conditions de vie. Et c'est ça, en fait, qui est le moteur de notre action politique. C'est pas dire on veut absolument être à 45 000 habitants, encore que les villes, comme les entreprises, comme tout, ça a des tailles critiques. Si on arrive à une taille critique, on s'approche toujours de 50 000, eh ben, en termes, par exemple, de transport public, on pourrait imaginer, je ne sais pas moi, un métro léger, des choses qu'on ne peut pas imaginer. Notre problème, quand on avait 30 000 habitants, et c'est en partie vrai aujourd'hui, avec 37 000, on est trop gros ou trop petit. Ouais. On n'a pas la taille pour être un Lausanne, où on pourrait mettre un M2, M1, M2, M3, et on est trop grand pour faire comme on faisait il y a 30 ans. Pourquoi il n'y a pas un tram, ouais. Bon, déjà, un tram, c'est un investissement très conséquent. Ensuite, on a... Mais c'est pas plus cher qu'un métro. Le tram, ouais, bon, mais c'est pas évident, il faut poser les rails. Non, c'est pas... Alors, c'est beaucoup moins cher. On avait fait une étude en 2010 ou 2012 sur relier le village de Bramois à l'ouest en passant par la gare, en utilisant en partie des voies ferrées industrielles. Il y en avait pour 100 millions. Ça, on ne peut pas se le payer. Le tram, le côté intéressant, c'est qu'on met beaucoup plus de monde que dans un bus, mais c'est quand même un peu plus confiné. C'est quand même plus... On peut pas... il faut qu'il y ait des rails, quoi. Une chose qui pourrait se développer... Actuellement, on a des bus, on est en train de les électriser complètement. On passe par une phase d'électrification. On va d'ailleurs inaugurer ça au mois d'avril. Une vingtaine de bus qu'on a vont tous être électriques, soit les 12 mètres fixes, soit les 18 mètres articulés. C'est Carte Postale qui est l'exploitant. Et on va peut-être vers un concept de ce qu'on appelle un bus à haut niveau de service, c'est-à-dire un bus qui a une voie propre pour lier par exemple la gare à l'hôpital et puis qui n'est pas du tout impacté par le reste du trafic, il a sa propre voie. Ça, c'est déjà une bonne manière. Tu arrives à mettre quand même 160 personnes dans un bus articulé, pour autant qu'ils ne soient pas gênés, qu'il y ait assez d'aller-retour. On arrive quand même à faire face. Typiquement, parlons de l'hôpital de Sion. On est une ville qui bouge beaucoup. L'hôpital de Sion va pas. Je crois que quand tout est fini, quand en 2026, il y aura 17 salles d'opération supplémentaires, 2 héliports supplémentaires, on va avoir à peu près 4800 personnes qui travaillent sur le site, juste l'hôpital. Côté, il y a la Souva. Le canton du Valais, pour ça, a été très généreux avec nous, il faut quand même le dire. Entre la construction du nouveau collège qui s'appelle Alain Maillard, le long du cours Roger Bonvin, la nouvelle haute école santé où seront formés les infirmiers, infirmières de demain, là, le long de la route des Reins, le pôle énergie police, en face de la Migros de Champsec. Tu as une grue, en face le Migros de Champsec, de l'autre côté de c'est vers l'hôpital. C'est collé à l'hôpital. C'est collé à l'hôpital, oui. Oui. Tu as le nouveau projet de l'hôpital qui est en train de grandir. Oui. Et puis à côté, tu as un site qui est en construction. Ça coûtait 80 et plus millions. C'est la nouvelle école d'infirmières. Ça s'appelle HES Santé. Enfin, on parle de la même chose. Le canton a déversé sur la ville de Sion entre 800 millions et 1 milliard là, les 10 dernières années. Donc on peut que s'en réjouir. Ouais, quand même. Pourquoi il n'y a plus le bus sans conducteur là ? Alors ça c'était... Alors non, ça ne fonctionne pas. Il y a différents problèmes. Le problème de base, c'est que de par la loi suisse, tu es obligé d'avoir quelqu'un dans le bus qui veille à ce que les choses fonctionnent. Ouais. Et puis quand le truc se plante, il reprend les commandes en manuel. On avait d'abord réservé ça c'était dans les années 2014-15, quand on a introduit ces navettes. C'était des navettes de construction française, marque Navia. Ce qu'il y avait d'intéressant, c'était les modules de conduite autonome.
Si tu as une voiture aujourd'hui qui a une conduite presque autonome, c'est aussi parce qu'il y a eu ce genre d'exercices qui ont été faits il y a 10 ou 15 ans sur des sortes de prototypes qui ensuite ont débouché sur de la production en grande série. On avait essayé de la faire aller à la gare, mais on a trouvé plein de problèmes techniques. Comment est-ce qu'elle arrive à lire les feux, bêtises de ce genre. Après, on a voulu faire un exercice grandeur nature sur le quartier d'Uvrier. Ça n'a pas fonctionné du tout. Et puis de toute façon, dans la mesure où la loi suisse oblige d'avoir quelqu'un à bord, autant que ce soit le chauffeur. Ouais, bien sûr. Et puis après, ça pose des problèmes tout bêtes. La navette autonome, elle renverse un piéton qui est blessé. Qui est responsable? Est-ce que c'est le fabricant de la navette? Est-ce que c'est le gars qui a écrit le programme? Est-ce que c'est l'exploitant ou c'est le concessionnaire? Donc, c'est un bel essai, ça nous donnait une visibilité quasi mondiale, mais C'est incroyable le bruit que ça fait, ce truc. je regrette pas, mais c'est pas prêt. Ça le sera peut-être dans quelques années. Je suis venu là avec une voiture qui est techniquement semi-autonome. Mais sauf que j'allais le dire. c'est pas demain que je vais lâcher le volant. Mais techniquement, quand je rentre à Sion tout à l'heure, je la mets sur cruise control et puis conduite autonome, puis je garde la main sur le volant, mais elle va quasi toute seule. Ouais. Quasi. Sauf que je suis pas prêt de lire le journal. Mais peut-être dans 10 ans, on lira le journal. T'as vu qu'en Valais, il y a un Cybertruck Tesla qui a été arrêté la semaine dernière, il y a 2 semaines. Oui, mais c'est Incroyable, à ça. Verbier, hein. Non, c'était à Apro. À Pro, d'accord. C'est fantastique ça. Mais c'était des plaques quoi, baloises. À Zurich. Zurich. Parce Garage. qu'ils ont introduit le Cybertruck, puis quelqu'un l'avait emprunté pour un jour pour essayer. Que je C'est connais d'ailleurs. exceptionnel. Tu connais aussi sûrement. Il est Je monstrueux. suis où? Dernière question, mais est-ce que le canton du Valais verra un nouveau stade tourbillon ou pas? Euh, Disons que pour la ville de Sion, on est prêt à faire des efforts importants pour aider le football amateur et puis donner toutes les infrastructures nécessaires pour les sports pour les jeunes, autant hommes que femmes. Alors, le nouveau stade, disons, dans son aboutissement, là, le projet qu'a présenté un promoteur, le président actuel du FC Sion, c'est en tout cas pas la ville de Sion qui va pouvoir le financer. On parle de 500 millions ou je ne sais pas combien. 400, ouais. Ouais, peut-être maintenant 400, c'est égal. Nous, on va être à fond derrière le FC Sion pour tout ce qui est formation. Mais là, le service des sports, c'est pas dans mes mains, c'est dans les mains d'un de mon collègue Yann Roduit, que je crois que tu connais très bien par ailleurs. Après la question, comment financer un tel stade? Il commence avec un gros sujet, Yann. Il commence avec un gros sujet. Je rejoins le président du FC Sion. Il faut savoir, de temps en temps, rêver, penser grand. On n'a pas les moyens financiers, nous, Ville de Sion, de porter un projet de ce type. On en a bien assez d'autres à porter. Donc, ce n'est pas quelque chose de réaliste pour nous. Mais c'est clair que des gros projets, ça fait envie. Et comme disait Christian Constantin, les Valaisans et les Suisses n'ont plus envie d'avoir envie. Alors, c'est pas nous qui allons payer le stade. Maintenant, mettre des terrains, le parc de Tourbillon à disposition, toutes sortes de choses sont envisageables. Et puis, si on veut maintenir une équipe professionnelle en Valais, c'est clair qu'il faudra trouver des solutions pour le futur, parce que le stade de Tourbillon, il date de quoi? Fin des années 60. Je crois qu'il a été ouvert en 70, 71, quelque chose comme ça. Donc, un de ces quatre, on doit être le plus vieux stade de Suisse. Ouais. Maintenant, de dire, nous on n'a pas les moyens de le financer, ça c'est sûr. C'est pas ça qu'un c'est stade. évident. Ça serait Alors, c'est fantastique pas pour qu'un le stade, canton. après il faudra voir. Honnêtement, j'ai pas vu les dernières déclinaisons du projet. C'est justement Yann Roduit et son équipe qui sont en train de s'occuper de ça. Mais tôt ou tard, ça remontera vers le conseil communal, ça c'est sûr. Magnifique. Merci infiniment, Christian. Merci, j'étais ravi. Et à très vite.